Je suis Julie Denis et tu écoutes La Psy des entrepreneuses. La solidité mentale, c'est l'un des leviers les plus sous-estimés quand on entreprend. Ici, on parle moins de ce qu'on fait et plus de qui on est. Les doutes, l'incertitude, la pression, la fatigue, les moments de bascule, c'est de ça qu'on parle. Et surtout, qui on décide de devenir pour les traverser. Bonne écoute. Cet épisode est proposé en collaboration avec Feeling Great by Partena Professional. Feeling Great, c'est la plateforme incontournable sur la santé mentale et le bien-être mental des indépendants. On y retrouve articles de blog, baromètres bien-être, webinaires et ateliers, tout ça proposé gratuitement par Feeling Great pour vous aider et vous soutenir au niveau de votre bien-être mental. Parce qu'on le sait, entreprendre, c'est cardio. Je ne peux que vous conseiller la plateforme puisque ça fait 2 ans que je collabore avec Partena Professional pour mettre en place ce projet. Le lien vers la plateforme est dans les notes de l'épisode ou rendez-vous directement sur feelinggreat.be. Bonjour Clémence, alors aujourd'hui on va parler du parent pauvre du bien-être, celui qu'on cite toujours en dernier, celui qu'on sacrifie en premier, j'ai nommé le sommeil. Alors, on est toutes les deux psychologues et qui dit psychologie dit santé mentale. Et pourtant, je répète tout le temps que les fondations de la santé mentale, c'est la santé physique avec, entre autres, le sommeil dans cette santé physique. Clémence, donc, comme je le disais, tu es psychologue, tu as fondé Bien dans mon plumard et tu es spécialisée dans le sommeil. Bienvenue sur le podcast. Ben, merci pour cette introduction et j'aime beaucoup la manière dont tu introduis le sommeil parce que c'est un peu mon cheval de bataille et ma mission. D'ailleurs, merci beaucoup pour ton invitation sur le podcast parce que je pense que ça va parler à beaucoup de monde parce que effectivement, je pense que quand on s'intéresse à être plus aligné, plus performant, plus, juste mieux d'un point de vue de sa santé physique et de sa santé mentale, ça passe par le sommeil. Et comme tu le dis très bien, il y a encore beaucoup de flou sur la question du sommeil et beaucoup de fausses idées aussi qui véhiculent. Donc, j'ai hâte qu'on puisse débunker un peu tout ça. Génial. Alors, toi, comme psychologue spécialisée dans le sommeil, c'est quoi le truc que tu vois le plus souvent chez les entrepreneurs? Alors, moi, mon public cible, c'est les entrepreneuses, de manière générale. Et tu as accompagné aussi, tu as accompagné parce que tu accompagnes moins, tu formes plus aujourd'hui, mais tu as aussi accompagné beaucoup les entrepreneurs. Oui, tout à fait. Quel est le truc que tu vois le plus souvent chez les entrepreneurs ou les entrepreneuses qui dorment mal? Eh bien, une phrase que j'entends extrêmement souvent, c'est moi, j'aimerais bien dormir. Je n'ai envie qu'une seule chose, c'est de dormir. Mais mon cerveau ne s'arrête pas. J'ai ce petit hamster dans la roue qui n'arrête pas de courir dans sa roue et j'arrive pas à trouver la prise, de débrancher la prise. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très souvent, soit dans les difficultés d'endormissement, ou même aussi auprès des personnes qui se réveillent pendant la nuit, qui me disent, mais en fait, dès que je me réveille, bim, mon cerveau s'allume et là, c'est foutu. Je pense à ma to-do list, je pense à des trucs qui n'ont ni queue ni tête, même pas forcément des trucs stressants, mais mon cerveau tourne tout le temps et ça, c'est vraiment épuisant parce que d'une part, ça les empêche de dormir la nuit et puis ça a aussi forcément des répercussions sur la forme de la journée. Et alors après, évidemment, il peut y avoir des conséquences aussi qu'on voit extrêmement souvent. C'est du coup, j'ai du mal à me lever, j'ai tendance à traîner, à snoozer, et en fait, ça fait un peu un effet boule de neige où on n'a plus trop envie d'aller se coucher le soir parce qu'on sait que ça va être galère. Donc du coup, on procrastine. On est quand même beaucoup sur les écrans aussi. Je pense qu'on en parlera parce que c'est quand même une thématique extrêmement importante chez les entrepreneurs. Et enfin voilà. En fait, si tu veux, de ce constat-là, il y a un peu comme un énorme nœud qui est en train de se créer et tout s'alimente en fait. Le fait de traîner dans son lit le matin et de snoozer, du coup forcément ça te met pas dans une bonne posture et dans une bonne énergie pour ta journée. Si tu te traînes toute la journée, forcément tu vas avoir envie peut-être de rattraper ta journée quand t'as un petit peu de forme et si ton petit peu de forme c'est à 22h, t'es hyper frustré d'aller dormir à 23. Enfin voilà, il peut y avoir vraiment tout un mécanisme comme ça, tout un système, si tu veux, qui se met en place très rapidement, en fait.
Oui, et j'imagine, et là je remplis, mais corrige-moi si je me trompe, mais quand tu dis le soir ou même je me réveille la nuit et ces trous de hamster qui commencent, j'imagine que chez les entrepreneurs, c'est pas uniquement lié au stress. Alors ça peut l'être, mais pas uniquement lié au stress. Ça peut aussi être l'excitation, tous les projets, enfin, tu vois, quelque chose qu'on n'identifie pas forcément comme un problème au départ, mais qui par contre peut avoir cet impact-là sur le sommeil. Tout à fait, exactement. En fait, si tu veux, le mécanisme est le même que ce soit négatif ou positif. On blâme souvent le stress, le cortisol, le système nerveux, etc. Ça, c'est ce qu'on entend beaucoup, mais le pendant positif existe aussi. Ouais. J'ai un super projet, je suis interviewée sur un podcast, j'ai une super nouvelle qui m'arrive dans ma boîte mail à 21h30. Spoiler alert, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 15 jours. Et en fait, voilà, ton cerveau s'active et t'imagines tous les scénarios, même positif, hein. Et du coup, ça peut forcément avoir un impact. Et si tu n'apprends pas à canaliser ça et à prioriser ton sommeil, eh bien, en fait, dans la vie d'un entrepreneur, ça peut arriver forcément beaucoup plus souvent que, je suis pas là pour blâmer les salariés évidemment, mais c'est quand même une réalité qu'un salarié qui peut vraiment couper ses mails par exemple en fin de journée, forcément un entrepreneur va être aussi à l'affût de toutes les nouvelles qui peut se passer pour lui et donc va être plus perméable, j'ai envie de dire, à ce genre de choses et donc va se laisser peut-être plus vite empiéter sur son sommeil s'il ne prend pas garde en fait. Oui. Alors, qu'est-ce que le manque de sommeil / le manque de sommeil récupérateur, donc aussi bien la quantité que la qualité, fait concrètement au cerveau et au corps de manière générale? Déjà, j'adore. Merci beaucoup de parler de qualité et de quantité. J'adore parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste très fort parce qu'on a tendance à focaliser très fort sur la quantité de sommeil, sur les 8 heures de sommeil. Mais c'est vraiment en priorité la qualité de sommeil qui prime, effectivement. Alors, déjà, peut-être, avant de répondre à ta question, ça veut dire quoi, qualité de sommeil, hein, c'est quoi une bonne qualité de sommeil? Eh bien, techniquement parlant, de mon prisme à moi en tant que spécialiste du sommeil, on va chercher à avoir tous les stades de sommeil, ok? Non, c'est pas avec la montre, c'est pas avec une montre connectée qu'on va analyser ça. C'est même d'un point de vue, entre guillemets, clinique, on va pouvoir observer ça chez une personne qui s'endort facilement, c'est-à-dire moins de 30 minutes, qui a un sommeil continu, qui ne se réveille pas toutes les heures ou toutes les demi-heures, qui a un sommeil continu et qui dort suffisamment, c'est-à-dire qui est en forme la journée. D'accord. Donc c'est vraiment une bonne qualité de sommeil, c'est un sommeil qui est continu et qui est suffisamment qualitatif et continu pour pouvoir être en forme la journée, pour mener à bien ses activités la journée. Et du coup, j'en viens à oublier ta question de base. Super, je me suis perdue moi-même. Donc ma question c'était quel est l'impact d'un manque de qualité-quantité de sommeil sur le cerveau, sur le corps, et donc tu as commencé en expliquant qu'est-ce que c'est une bonne qualité de sommeil. Oui, voilà, merci. Merci pour le rappel. Et donc, du coup, quand on n'a pas une bonne qualité ou une bonne quantité de sommeil, on va avoir différentes répercussions, que ce soit à court terme, à moyen terme, à long terme, et aussi, comme tu le dis très bien, sur le corps et sur l'esprit aussi. Parce que le sommeil, c'est vraiment une dimension fondamentale, c'est une dimension de base qui joue à tout niveau. Ok. Donc, par exemple, si on a moins de sommeil profond, si on fait pas assez de sommeil profond dans sa journée, on va avoir une moins bonne récupération physique. Le corps va vraiment mettre plus de temps à récupérer. C'est-à-dire que si on fait du sport, on va avoir plus de mal à récupérer. Si on est blessé, on va avoir plus de mal à récupérer aussi. Les hormones de croissance, en fait, se sécrètent à ce moment-là aussi. Tout ce qui est régénérescence cellulaire, même les rides, etc., on va pouvoir le sentir. Il y a des nouvelles théories aussi, parce que le sommeil, même si tout le monde dort, on ne comprend pas encore tous les mécanismes. C'est ça qui est aussi passionnant, c'est qu'il y a encore des études à l'heure actuelle qui montrent des bénéfices et des effets sur le sommeil. Il y a des études qui montrent apparemment maintenant que le cerveau se nettoie aussi pendant le stade de sommeil profond. Donc il y a un système, comme le système lymphatique, le système lymphatique va jusque dans le cerveau, ça vient nettoyer, si tu veux, tous les déchets qui seraient présents dans le cerveau. Donc ça, c'est toujours pendant le sommeil profond. Est-ce que c'est ça qui serait lié à la maladie d'Alzheimer?
Alors, il y a des hypothèses. Alors, Oui, même c'est ça. le sommeil n'est pas totalement expliqué et la maladie d'Alzheimer n'est pas totalement expliquée. Donc, on arrive sur un terrain vraiment, entre guillemets, hypothétique et encore en cours de recherche. Ok. Mais c'est une des pistes. Mhm. C'est une des pistes, effectivement. Donc oui, bien sûr que quand on parle de conséquences, on peut du coup parler de conséquences d'une moins bonne récupération quand on est blessé ou plus de rides quand on dort pas bien, mais on peut aussi parler de problèmes cardiaques, Oui. de diabète de type 2, de cancer du sein, d'Alzheimer. Hein. Donc tu vois, le spectre de conséquences est quand même extrêmement étendu. Mhm. Et enfin, il y a aussi, un risque de prise de poids parce que les hormones de la satiété, de la faim se sécrètent aussi pendant la nuit et donc elles peuvent être dérégulées si on dort pas bien. Et idem pour la santé mentale. Hein. D'ailleurs, toute personne qui a déjà mal dormi s'est déjà levée du pied gauche. En gros, a été insupportable toute la journée. Hein. Donc, effectivement, ça augmente l'anxiété, la dépression. Enfin, vraiment, la santé mentale passe par le sommeil, quoi. Parce que j'ai parlé du sommeil profond, mais le sommeil paradoxal, qui est un autre stade de sommeil, est lui responsable de la gestion, de la régulation des émotions. Donc, si on a une fragmentation du sommeil paradoxal, donc si on se réveille beaucoup vers la fin de nuit, par exemple, eh bien, ça peut montrer et avoir un impact aussi sur notre capacité à gérer nos émotions, notre irritabilité, notre anxiété, notre mémoire, notre concentration, notre patience, tout ça. Et tout ce que tu évoques au niveau des émotions, si je pense aux entrepreneurs, au niveau des émotions et au niveau de la capacité à se concentrer, à réfléchir, etc. Est-ce que tout ça, ça se voit même après une mauvaise nuit? Oui. Oui, c'est vrai que tu peux vraiment avoir, après une mauvaise nuit déjà, te lever dans le brouillard, avoir vraiment déjà une capacité d'attention, de concentration nettement inférieure. Et puis forcément, quand ça s'installe dans le temps, en fait, un peu bizarrement, mais quand ça s'installe dans le temps, tu crées aussi des mécanismes de résilience et d'adaptation. Oui. Donc, il y a beaucoup de personnes qui dorment mal depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Moi, j'accompagne parfois des personnes qui dorment mal depuis 20 ans et qui ont mis en place des subterfuges, soit pour organiser leur journée en fonction de leur sommeil, ou soit pour faire genre que tout va bien, ou soit limiter son développement pour ne pas se confronter ou confronter les clients ou confronter le patron si c'est un salarié à son manque de sommeil. Donc oui, vraiment, ça peut se présenter même après une nuit, mais forcément après 3 mois, 6 mois et plusieurs années, c'est encore plus vrai. Oui, c'est ça. Et à partir de quand est-ce qu'on peut dire c'est plus juste une mauvaise nuit, parce que tout le monde peut avoir une mauvaise nuit. Exactement. À partir de quand ça devient vraiment un problème, un trouble entre guillemets, et plus juste ça peut arriver quoi. Oui, tout à fait. Mais merci de le mentionner déjà que oui, bien sûr, ça peut arriver de mal dormir et je suis pas là pour dire qu'il faut absolument dormir super bien toute la nuit. Non, bien sûr que quand on vit soit des moments très positifs comme on l'a dit ou des moments stressants, c'est évidemment ça peut arriver de mal dormir. On considère que une personne ne va pas se sortir toute seule de cette situation quand ça fait plus de 3 mois qu'elle a des difficultés quasiment quotidiennes. En fait, quand on arrive à 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est qu'il y a déjà en fait des mécanismes qui viennent entretenir la problématique. Tu vois, des mécanismes de compensation, une anticipation de la nuit, une peur d'aller dormir, il y a des croyances qui sont en train de se créer, etc. Et ça montre bien que la personne ne va malheureusement pas du jour au lendemain retrouver une sérénité comme elle avait avant et des nuits comme elle avait avant, de fait de ce mécanisme, de ce cercle vicieux, si tu veux, qui est en train de se construire. Mais bien sûr que si vous êtes en train de vivre une séparation, un divorce, une faillite, oui, bien sûr que ça arrive de mal dormir. Le tout, c'est que ça ne se prolonge pas une fois que la grosse crise est passée, évidemment. Oui, c'est ça. Et comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, quel est le mécanisme derrière? Pourquoi est-ce qu'on devient plus réactif, plus à fleur de peau quand on dort moins bien?
Tout simplement parce que, comme je le disais, il y a vraiment une récupération sur tous les stades de sommeil qui ne se fait pas. En fait, si tu n'as pas assez de sommeil paradoxal, tu ne vas pas pouvoir affronter, si tu veux, enfin digérer tes émotions. Alors exactement, même chose, hein, quels sont les mécanismes précis qui se jouent, c'est encore pas tout à fait connu précisément, mais en tout cas, on sait que c'est dans ce stade-là que l'on rêve aussi. Oui. Donc, il y a aussi un lien avec le rêve, le fait de digérer tout ce qui s'est passé dans la journée précédente, etc. Et donc, voilà, de ce fait-là, si tu n'as pas je veux dire, une bonne proportion de sommeil paradoxal, mais du coup, ça ne va pas te donner les outils pour affronter, entre guillemets, la journée qui suit, quoi. Quand j'entends, on ne connaît pas encore tout là-dessus, je trouve ça mais incroyable. Alors, ça pourrait frustrer certaines personnes de ne pas avoir les réponses. Moi, je trouve ça fascinant, tu vois, l'être humain et le lien entre le mental, le physique, ce qui se passe exactement dans le corps. Je trouve ça génial. On va encore découvrir, mais tellement de choses. Mais c'est sûr. Et tu sais, moi qui suis un peu multipotentielle sur les bords, ça fait quand même depuis 2018, donc ça fait 8 ans que je travaille dans le sommeil et je me suis pas encore lassée. Pour te dire, c'est assez exceptionnel. Pour moi, pour mon caractère, c'est assez exceptionnel parce qu'en fait, ça touche à tellement de choses. On peut partir dans tous les sens. On peut partir du sommeil de la femme, la ménopause, on peut parler des maladies du sommeil, on peut parler de tellement de choses. Et oui, effectivement, les études continue à se faire sur cette thématique-là. Oui, c'est ça. Et comme tu dis, ça touche à tellement de choses. Moi, je m'y intéresse un petit peu plus là les derniers mois, mais ça vient toucher aux hormones parce que sans les hormones, le sommeil influence la production d'hormones, mais c'est aussi la production d'hormones, en l'occurrence la mélatonine, qui fait que tu arrives à t'endormir. Donc c'est dans les deux sens. C'est lié au stress, c'est lié à ce que tu manges, c'est lié à ton activité physique qui va être lié à la réduction de stress, du coup au sommeil. Enfin, tout ça est interrelié et c'est effectivement passionnant. C'est ça. En fait, moi, une image que j'aime bien donner, c'est rappeler qu'on est avant tout des animaux et que on est des animaux diurnes et que en fait notre sommeil est à la fois régi par ce qu'il y a de plus primitif en nous, tu vois, vraiment notre corps, notre horloge circadienne, qu'est-ce qui fait qu'on est éveillé le jour et qu'on dort la nuit, et évidemment, on est les animaux les plus complexes, les plus évolués, parce que nous, on a un esprit qui vient généralement rajouter une couche, et généralement, quand l'esprit s'y met, c'est rarement positif quand même par rapport au sommeil. Et donc, en fait, c'est vraiment la combinaison, si tu veux, de ces deux niveaux très complexes, mais fascinants en même temps, qui viennent s'influencer pour permettre le sommeil, quoi. Oui. Alors, si on se focalise un petit peu sur les entrepreneurs, pourquoi certains entrepreneurs n'arrivent pas à couper le soir? Est-ce que toi, tu as déjà pu observer? Ouais. Alors, généralement, j'aime pas faire des généralités, moi je suis très fort cas par cas, mais il y a quand même une tendance générale, c'est que on attend, je me mets dans le même panier, hein, d'accord? Je vais parler en on a tendance à vouloir débrancher le soir pour dormir, sans à aucun moment d'avoir débranché en journée pour préparer le sommeil. Et ça, même chose, ici il y a bien une phrase que je martèle à tout bout de champ, et donc il faut absolument que je te la place à un moment donné dans le podcast, c'est le sommeil se prépare dès le matin. D'accord? Donc, si on veut bien dormir, c'est pas à 22h qu'il faut commencer à y penser, c'est dès le lever du jour qui précède. Donc, évidemment, si on a été le nez dans le guidon toute la journée, sans moment de respiration, en mangeant entre deux mails, en allant chercher les enfants, gérer les devoirs, les activités extrascolaires, le dîner, les courses, machin, truc, les sacs de piscine, à un moment donné, on arrive à 23h, le cerveau, il n'a pas eu d'espace dans la journée pour se poser, pour penser, à toutes les conneries qui peuvent aussi nous passer par la tête et dont le cerveau
a besoin évidemment. Et donc, en fait, s'il n'a pas eu d'espace à un moment donné, il va faire de l'espace. Si en plus de ça, tu rajoutes un petit mécanisme anxieux derrière de perfectionnisme, de contrôle, etc. Tu rajoutes une couche supplémentaire où tu as voulu penser à tout pour tout le monde, dans toute la famille, pour toute ta boîte, pour tous tes associés, etc. Et bien voilà, quand tu arrives seul dans ton lit, dans le noir, sans stimuli, pour autant, et on se rapproche de la thématique des écrans, pour autant que tu coupes ton écran et que tu ne t'endormes pas en scrollant pour te distraire de ton endormissement, si tu coupes tout stimuli extérieur et que tu te retrouves seul dans le noir face à toi-même, ça peut être extrêmement anxiogène et ça peut être extrêmement polluant aussi d'un point de vue des pensées, tout simplement, sans que ce soit anxiogène pour autant, mais c'est juste un moment de répit que le cerveau a trouvé. Oui, c'est ça. Et là, tu parles du mécanisme du cerveau, OK, le cerveau a besoin d'en fait juste faire le tri, souffler, mais du coup, faire le tri, c'est comme dans la maison, on peut pas faire que acheter tout le temps des choses sans jamais ranger, sans jamais nettoyer. Enfin, il faut parfois... J'aime beaucoup cette image, tout à fait. Oui. Remplir. À un moment, il faut aussi gérer ce qui est rentré. Sortir les poubelles une fois de temps en temps. Enfin, voilà, c'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. Et donc, si tu le fais pas, si tu le fais à aucun petit moment la journée, j'entends l'esprit a besoin de ce moment-là, à un moment ou un autre, donc ça, ce sera le soir. Après, est-ce qu'il y a aussi quelque chose de purement physique ou si toute la journée, tu as été, tu vois, si on fait l'analogie de la boîte à vitesse en 6e vitesse à être tout le temps occupé, mais même juste l'activation dans le corps, qui n'est pas négative en soi, mais le fait d'être tout le temps en 6e vitesse, j'ai l'impression à un moment, ton corps, il s'habitue à ça, il a beaucoup plus de mal à ralentir après. Bien sûr, et puis même c'est physiologique, hein, c'est aussi des régulations du cortisol, tu as tout à fait raison. Si le cortisol, qui est donc l'hormone du stress, appelé basiquement l'hormone du stress, mais qui est très utile, hein, soit dit en passant, on en a surtout besoin le matin pour se réveiller, pour se donner un coup de fouet. Mais si effectivement, comme tu le dis très bien, si on est en 6e vitesse toute la journée, en fait on pousse notre mécanisme, on pousse notre mécanisme de résistance à aller toujours plus loin. Donc en fait, à un moment donné, notre sécrétion de cortisol, elle va à un moment donné rester plus haute qu'une norme, si tu veux. Oui. Et en fait, le cortisol, on a besoin qu'il diminue le soir pour que le corps puisse sentir que ça, plus la diminution de la lumière, plus la sécrétion de la mélatonine, plus la diminution de la température du corps, mais c'est ça qui va montrer au corps que ok, il peut dormir, il peut ouvrir les portes du sommeil si tu veux. Mais s'il n'y a pas ça et si tu es en mode 6e vitesse jusqu'à 22h, 22h30 et que tu n'as pas un sas de décompression à un moment donné, en fait ton corps il reçoit pas les bons signaux. C'est ça. Si il voit si le cerveau il y a un petit chef d'orchestre, si tu veux, dans le cerveau qui coordonne un petit peu les différentes informations qu'il reçoit. C'est ce qu'on appelle, juste pour le placer, parce que ça fait toujours bien, c'est dans le noyau suprachiasmatique, il faut toujours le placer. C'est lui qui synchronise, comme je le disais, les informations qui viennent de la rétine pour la lumière, de la digestion des organes digestifs pour la température du corps, pour la digestion, etc. Et si le chef d'orchestre reçoit des informations incohérentes, il comprend pas qu'il peut lâcher les vannes de la mélatonine et du sommeil, quoi. Idem à nouveau pour les écrans. S'il reçoit l'information que j'ai de la lumière bleue, non, il va pas sécréter de la mélatonine, ça c'est sûr. Alors, si je reviens justement aux écrans, on pourrait croire, tu vois, donc comme tu l'expliquais tout à l'heure, il est 22h, 23h, j'ai pas préparé mon sommeil dès le matin, arrive 22h, 23h, mon cerveau pourrait avoir tendance, en plus si on est anxieux, enfin il y a des facteurs qui peuvent venir se rajouter à ça, mais le cerveau commence à avoir de l'espace pour traiter l'information et faire le tri, etc. On pourrait se dire, pour arriver à m'endormir plus rapidement, je vais scroller un petit peu, comme ça, justement, ça n'émerge pas et il n'y a pas cette machine, cette roue de hamster qui commence à tourner. Et en fait, ça fonctionne assez bien puisque en 30 minutes, comme je suis tellement fatiguée, la roue de hamster ne commence pas, je me mets un truc qui m'intéresse qu'à moitié
Du coup, je m'endors facilement. Mais les mécanismes d'évitement fonctionnent toujours très bien. C'est ça. C'est pour ça qu'ils se maintiennent dans le temps. C'est un mécanisme d'évitement. C'est que je me détourne d'une problématique. J'évite de regarder en face ce qu'il y a. Et franchement, planquer la poussière sous le tapis, ça fonctionne, hein, jusqu'à ce que tu trébuches dans le tapis. Oui, c'est ça. Voilà. Mais avant d'accumuler une montagne suffisante pour trébucher dans le tapis, ça fonctionne très très bien. Oui, après on se demande ce qui s'est passé, parce que comme pour beaucoup de choses, hein, tout d'un coup ça ne fonctionne plus, ce qui a toujours fonctionné, et là on se demande ce qui se passe. Mais peut-être, du coup, quel est pour prendre ça spécifiquement, parce que je pense que... Et je pense même pas que ce soit tout le temps au départ un mécanisme d'évitement. Je pense que parfois c'est aussi une très mauvaise habitude d'être énormément sur les écrans, et c'est même pas qu'il y ait forcément un problème de sommeil au départ. Ah oui, alors je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est pas forcément conscient, hein, d'accord? Oui, généralement, un mécanisme d'évitement n'est pas forcément conscient, hein, d'accord? Bien sûr que ça, à la base, c'est pas pour éviter un problème de sommeil. Ça, c'est tout à fait juste ce que tu dis. À la base, c'est pas forcément pour éviter un problème de sommeil, c'est pour éviter de penser. Oui. Alors, ça peut être pour éviter de penser, ou ça peut être, je pense, juste des personnes qui sont énormément sur leur téléphone, enfin comme on voit beaucoup de personnes, et qui ont pris de mauvaises habitudes, et qui, si elles ne le font pas, vont pas forcément commencer à penser le soir. Mais dans les deux cas, tu vois ce que je veux dire? Mais dans les deux cas, on se retrouve avec des personnes qui, avant d'aller dormir, scrollent sur leur téléphone, et j'imagine avec les effets qui sont les mêmes. Et c'était là où je voulais en venir. Quels sont les effets de scroller, d'être sur les écrans avant de dormir? Ah, mais en fait, du coup, là, pour le coup, je vais vraiment distinguer les deux. Parce que, bizarrement, puisque ça fait 5 fois que je parle des écrans spontanément, mais bizarrement, je n'ai pas un discours anti-écran non plus. Donc, quelqu'un qui va scroller, mais qui ne le fait pas, entre guillemets, pour éviter, ça va pas forcément donner lieu à un trouble de sommeil par la suite. En fait, une personne qui évite ses émotions en scrollant ou en regardant la télévision ou quoi, en fait, là où ça va devenir problématique, parce qu'elle va s'en rendre compte, c'est que elle va toujours bien s'endormir éventuellement, mais elle va se réveiller en plein milieu de la nuit. À un moment donné. En mode, ah tiens, c'est bizarre, avant j'avais pas ça, et maintenant je me réveille en plein milieu de la nuit et je pense. et mon cerveau s'active, par exemple. Mais il y a des personnes, et je suis sûre qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui disent, bah non, moi je scrolle, il y a pas de souci, après ça je coupe et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et c'est possible, parce que il y a aussi le mécanisme enfin, on va pas dire que c'est génial de scroller, hein, loin de là, mais la lumière bleue en tant que telle, c'est pas la lumière bleue qui va détruire notre sommeil. La lumière bleue, elle bloque la mélatonine, c'est vrai. Mais il y a des études qui ont bien montré qu'elle ne détruisait pas la mélatonine. Elle la bloque, et quand on arrête l'écran, bah, elle se resécrète par la suite. Il faut à peu près 30 minutes pour qu'elle se resécrète. Tu vois? Donc, au final, c'est assez rapide. Par contre, il y a un autre phénomène du fait de scroller, c'est la dopamine qu'on sécrète. De fait de ce que l'on fait. Quand on scrolle, ben forcément, ça active, en fait. Ça peut être effectivement... Voilà, ça stimule. Et ça peut effectivement donner lieu à des difficultés d'endormissement. Mais c'est possible que chez un pourcentage de personnes, si on arrête de scroller, ben en fait, il n'y a plus de problématique. Tu vois, ça, c'est tout à fait possible. Tandis qu'il y a des personnes, elles vont arrêter de scroller, ben elles vont se rendre compte qu'il y a un problème sous-jacent. C'est ça. Et ça dépend c'est ce qu'on disait, quoi. C'est les deux catégories. Est-ce que... attends, d'abord, petite question. Est-ce que les écrans... Tu sais, il y a des filtres maintenant anti-lumière bleue. Est-ce que... Qu'est-ce que tu en penses de ça? Se protéger de la lumière bleue, le soir, c'est toujours une bonne idée. Tu vois, moi là j'ai des lunettes, j'ai pas de filtre à lumière bleue sur mes lunettes parce que, spoiler alert aussi, on en a besoin le matin, de filtre à lumière bleue. On a besoin le matin de lumière bleue, pardon, donc il faut pas mettre de filtre en journée. Par contre, effectivement, le soir, mettre soit des lunettes avec des filtres à lumière bleue, ou soit mettre effectivement les paramètres anti-lumière bleue, c'est déjà pas mal. Après, ça va protéger de la lumière bleue, mais j'ai envie de dire c'est le plus facile à régler, ça. Ça ne nous protégera pas du scroll ou du mail reçu à 23h où il est marqué urgent. Et ça, c'est le cortisol qui remonte en flèche. Et ça, donc ça règle pas le problème. Par contre, la lumière bleue va
le fait qu'on ne soit pas exposé à la lumière bleue va faire en sorte que ça ne bloque pas la mélatonine. Exactement. C'est ça. Il faut... la mélatonine est bloquée par la lumière bleue. Ça, de toute façon. Oui. C'est physiologique, on peut rien contre ça. Donc, si on est sur les écrans, ça bloque la lumière bleue. Sauf si on met des filtres à lumière bleue. Oui, c'est ça. Et le fait... Alors, si on enlève, imaginons qu'on scrolle le soir avec un filtre lumière bleue, donc on enlève cette problématique-là. Il y a quand même encore, comme tu disais, le fait que la dopamine, on soit quand même stimulé intellectuellement par le scroll, parce qu'on est en train de regarder. Quel impact est-ce que ça a? Alors, j'entends, hein, tu dis, pour certaines personnes, si c'est pas une stratégie d'évitement, c'est juste une habitude ou pour se détendre ou autre, ça va pas forcément les réveiller la nuit. Par contre, pour les personnes pour qui c'est un évitement, là, ils évitent quelque chose. Il faut bien que ça émerge à un moment. Ça peut potentiellement émerger la nuit. Par contre, est-ce que le fait de scroller, peut-être la dopamine ou peut-être autre chose, est-ce que ça a un impact pour les deux catégories? Est-ce que ça a un impact sur la qualité du sommeil? Sur la qualité du sommeil, oui, parce que au-delà de la dopamine, il y a aussi le cortisol qui est quand même pas très très loin. Et en fait, si tu as une dérégulation du cortisol, ça va quand même fragmenter ton sommeil. Ça risque quand même de fragmenter ton sommeil, effectivement. Ouais, tout à fait. Donc, ce qui veut dire... Mais même chose, ça dépend ce que tu scrolles, ça dépend un petit peu. Et d'un autre côté, il y a aussi un autre phénomène qui est extrêmement fréquent, particulièrement chez les entrepreneurs, c'est le fait de procrastiner. Vraiment, c'est le fait de... en fait, quand je scrolle, le mécanisme même du scroll, c'est de... On croit qu'on va scroller 10 minutes et en fait, on scrolle 1 heure, quoi. Oui. Donc, forcément, ça décale l'endormissement. Ça peut avoir un effet, entre guillemets, positif parce qu'on va faire plus de sommeil profond et encore parce si on est dans son lit, ça dérégule complètement, comme je le disais, les signaux et l'horloge circadienne parce que, normalement, quand on est allongé dans le noir, c'est pour dormir. A priori. C'est ça. Et il faut que le cerveau associe ça avec... associe justement le lit, le fait d'être dans le noir, dans la pénombre, ces lieux-là, qu'il l'associe au sommeil et rapide. Voilà. C'est ça, exactement. Tout à fait. Comment ça se fait qu'on peut être épuisé le soir et ne pas arriver à s'endormir? Parce que il faudrait définir vraiment ce qu'on entend par épuisé. Il y a plusieurs définitions de l'épuisement. On peut être épuisé mentalement et pas du tout physiquement. On peut avoir un chronotype aussi où on a un peu tiré toute la journée et en fait on a un regain d'énergie le soir. Ça arrive aussi. Donc voilà, il y a des personnes qui ont un fonctionnement, donc un chronotype du soir qui fonctionne mieux le soir et donc elles peuvent être fatiguées je veux pas dire 19h, mais peut-être un peu avant, quoi, vers 16h, elles sont fatiguées et puis en fait vers 20h, 21h, 22h, elles retrouvent toute leur énergie, toute leur créativité parce que c'est souvent des personnes très créatives et donc elles ont pas envie d'aller dormir. Et comment gérer pour ces personnes-là qui ont ce chronotype-là, parce que la société elle est pas faite pour ça. Alors on pourrait dire les entrepreneurs ont plus de liberté pour adapter leur horaire, bien que ça dépend. Enfin, on en parlait juste avant de commencer l'enregistrement, mais déjà rien que on a des enfants, on n'a pas d'enfants, les enfants ils vont à l'école et ils sont dans ce rythme-là de la société, quoi. Donc voilà, exactement. Le jour où la société s'adaptera aux différents chronotypes, en France ils commencent à en parler. Ils commencent un petit peu ils commencent à parler de décaler les horaires d'école. Mais oui, là c'est un vaste sujet, c'est vraiment au cas par cas et on essaie de faire comme on peut pour ces personnes-là. C'est ça, mais dans l'idéal, imaginons qu'il n'y ait pas de contrainte. Tu vois, quelqu'un qui a ce chronotype-là, qui a un coup de fatigue fin d'après-midi et qui le soir a un regain d'énergie, c'est quoi la meilleure stratégie pour cette personne-là? Eh bien, si vraiment cette personne n'a pas de contrainte, qu'elle est entrepreneuse sans enfant, c'est d'aller dormir quand elle ressent un signe de fatigue, c'est-à-dire généralement vers minuit et demi, 1h du matin. Et puis, de se lever à 9h et d'organiser sa journée en fonction. Il y a rien de pire que quelqu'un qui a la liberté d'être à son compte et j'entends être à son compte sans avoir une équipe qui l'attend au bureau à 8h. Mais
voilà, moi, j'ai déjà rencontré des entrepreneurs qui avaient la liberté et qui se contraignaient eux-mêmes à être là à 8 heures, mais sans aucune raison. Ça, c'est atroce. Mais oui, bien sûr que un chronotype, par définition, on ne peut pas aller contre. C'est-à-dire que c'est dans notre génétique, on est né comme ça. Généralement, on a lutté toute son adolescence, toute sa vie de jeune adulte, à l'université ou dans les études, on étudiait la nuit, etc. Et il y a quand même des signaux qui sont là depuis très 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 longtemps. Et voilà, en fait, dans l'idéal, c'est vraiment de s'adapter le mieux possible à son propre fonctionnement et surtout de ne pas essayer de se coller au fonctionnement de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Parce que, comme tu l'as dit, le discours de la société n'est pas fait pour les gens du soir. Et donc, il y a un discours un peu implicite de si tu te lèves à 8h, 8h30, 9h, t'es un flemmard, quoi. Oui. Alors que non, pas du tout. Il y a juste des gens qui ont ce fonctionnement-là et ça leur irait très bien s'ils étaient compris. Les injonctions internalisées ont quand même la vie dure. Hein, c'est ça, c'est sûr. Et comment savoir quel est notre chronotype? Donc tu disais, généralement, il y a des indicateurs déjà depuis, quand on réfléchit un petit peu à notre vie, quand on était enfant ou en école supérieure à limite. Si c'est pas très clair pour soi, comment est-ce qu'un entrepreneur qui nous écoute peut découvrir son chronotype? Ouais, ben en fait, alors déjà la première chose c'est que je tiens à préciser, avant de faire son test du chronotype, il faut bien dormir. Ok. Si on a des difficultés d'endormissement, de réveil nocturne, etc., ça sert à rien de faire son test du chronotype, il risque d'être biaisé parce qu'on dort pas bien. On risque de répondre aux questions en fonction de notre situation actuelle, alors que notre situation actuelle n'est pas entre guillemets normale. Donc petit aparté précisé. Il y a des questionnaires qui existent en ligne. Hein. Si vous tapez quiz chronotype, vous tomberez sur des questionnaires sans aucun problème en ligne. Et si pas, il y a un super bouquin aussi qui s'appelle Faites votre révolution chronobiologique de Michael Breus. C'est lui qui a démocratisé la théorie sur les chronotypes parce qu'à la base, il y a des tests validés scientifiquement qui ont été faits, mais c'est pas facile à faire passer. Puis les résultats étaient très académique, on va dire ça comme ça. Et Michael Breus a vraiment démocratisé ça sous forme de 4 chronotypes qui sont représentés par des animaux. C'est beaucoup plus sympa, vous avez très certainement déjà entendu, soit lion, soit ours, soit loup, soit dauphin. Et voilà, mais en gros, je vous la fais en bref. Les lions, ce sont les couche-tôt, lève-tôt. Donc, généralement, les lions, c'est facile à reconnaître parce que c'est les personnes qui sont debout spontanément, qui n'ont pas besoin de réveil, qui sont les premiers arrivés au bureau, qui pètent la forme. Moi, je dis toujours, à quel moment est-ce que tu ferais ta déclaration fiscale? Si tu l'as fait le matin, a priori, c'est que t'es un lion, quoi. Tu vois, si t'es pas de comptable, si t'as pas la chance d'avoir un comptable. L'ours, c'est le chronotype classique, typique du salarié. C'est-à-dire la personne qui va se réveiller vers 7h, 7h30 et qui va s'endormir vers 22h30. Elle a un pic d'énergie vers 10h, 11h du matin. Elle a un petit creux après le repas parce que l'ours, il aime bien faire la sieste et se gratter le ventre. Je dis ça, mais je suis un ours, hein, donc j'assume complètement. Et avec un petit regain d'énergie vers le milieu d'après-midi et puis piano le soir. L'ours est très sensible au changement de saison. Donc il y a la luminosité. Le loup, c'est le chronotype du soir, on vient d'en parler, c'est vraiment les couches tard, lève tard. C'est les personnes à qui il faut rien demander avant 15-16 heures. Et les dauphins, c'est un profil un peu, généralement sont des neuroatypiques qui sont souvent en hypervigilance. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'assurer de bien dormir avant de faire le test du chronotype parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment mal et qui disent moi je suis un dauphin alors qu'ils dorment juste mal en fait. Donc voilà, l'animal du dauphin, il n'a jamais ces deux hémisphères qui dorment en même temps. Au niveau du cerveau. Et du coup, ça ressemble à quoi un dauphin? Du coup, sont des personnes qui sont généralement qui se lèvent tôt le matin, mais qui vont dormir tard le soir, sont généralement des courts dormeurs, qui sont très actifs, qui sont souvent en hypervigilance, de par ce cerveau entre guillemets qui ne s'arrête jamais quoi. Ah oui, c'est ça, oui. Ok. Et du coup, pour les personnes... attends, laissez-moi faire le calcul.
fait, dans la société, les seuls pour qui, enfin les seuls, ceux pour qui c'est le plus compliqué, ce sont j'ai oublié, Les loups. Les loups. Les couche-tard, lève-tard. Couche-tard, Ouais, voilà, lève-tard. c'est ça. Quel Ça, c'est conseil vraiment tu le plus leur difficile. donnerais à eux, ou à des entrepreneurs qui seraient loups, c'est ça que tu m'as dit, loups, Oui. et qui sont quand même, parce qu'ils ont une équipe, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'il y a quelque chose qui fait que ils doivent quand même se lever le matin, c'est surtout là le problème. Ouais. Alors, dans l'idéal, moi, j'ai une amie entrepreneuse qui est loup. Voilà. Dans l'idéal, c'est d'avoir un conjoint, une conjointe qui est l'opposé. Ça, c'est le top du top. Mon amie, c'est le cas. Son mari est du matin, elle est du soir, et genre avec les enfants, ça se goupille bien. Mais du coup, si on n'a pas cette chance-là, ou qu'on est maman solo ou papa solo, et qu'on doit gérer, ben en fait, c'est vraiment de ne pas grappiller sur son sommeil, parce qu'en fait, on va avoir tendance à aller dormir trop tard, et du coup, à chaque fois, de raboter sa nuit, quoi. Donc, c'est vraiment d'essayer de se faire un rituel du soir, un peu plus tôt, pas trop tôt non plus, hein. Ça sert à rien d'essayer de dormir à 22h, hein, ça, n'y arriveront pas, mais vers 23h, 23h30, quelque chose comme ça. Et voilà, et de maintenir une heure de lever fixe, si on a des contraintes, pour essayer que le corps comprenne que puisqu'il se lève à 7h du matin, ça veut dire qu'il accumule aussi les informations pour se fatiguer suffisamment pour être somnolente à 23h30, quoi. Quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'est dans la routine, dans le style de vie, installer un rythme pour que le corps, enfin, pour forcer un petit peu le corps à fonctionner autrement. Et comme naturellement, c'est pas comme ça que le corps fonctionne, c'est d'autant plus important de maintenir cette routine de manière rigide, parce que si on en sort, c'est notre rythme naturel qui reprend le dessus, alors que pour les autres, même s'ils sont plus flexibles, leur rythme naturel reprend le dessus, c'est le rythme de la société, donc c'est moins probable. Entre guillemets. Voilà, c'est ça. Ouais. Et on peut vraiment jouer avec des indicateurs de notre rythme circadien. Par exemple, la luminothérapie fonctionne très bien pour les loups. Tu vois, le fait de pratiquer la luminothérapie le matin, ça donne un signal fort au corps que c'est le matin et qu'il peut sécréter la sérotonine. Voilà. Oui, la luminothérapie, c'est donc pour les petites lunettes, entre autres. Est-ce que c'est chargé? Ouais, tout à fait. Chargé comme ça. Ah ouais, trop bien. Avec même c'est pas la même marque, mais la lumière bleue. Voilà. Ici, on la voit pas bien, mais c'est la lumière bleue. Et du coup, c'est facile, il y a moyen de... Tout à fait. Mais en fait, la luminothérapie, c'est... Surtout quand on vit en Belgique, c'est un peu un achat indispensable pour les loups, évidemment, mais pour les personnes qui sont, comme moi, très sensibles au changement de saison, au changement de lumière, c'est game changer. Hein. Oui, et moi, ça, c'est pas le mien, c'est une amie psy aussi qui me l'a prêté. Je l'ai testé un petit peu pendant 2-3 semaines. Je pense être plutôt ours aussi comme toi, mais et je l'ai essayé là vers il y a un mois, donc on était plutôt au début du printemps, donc pas non plus en plein hiver, mais j'ai senti la différence. Ça aide à réguler cette horloge interne qui fait que production de cortisol matin, mélatonine le soir. Tout à fait. Ok. Alors, quelques questions un peu sur les illusions et les mythes qui peuvent exister autour du sommeil. Le mythe des 8 heures, réalité ou injonction? Réalité pour une proportion de la population, mais pas pour tout le monde. Ok. En fait, vraiment, les 8 heures de sommeil, donc c'est même 7h30 techniquement. 7h30 de sommeil par nuit, c'est la moyenne de la population générale. Ok. Donc, s'il y en a qui ont déjà fait un petit peu de statistiques dans leur vie, une moyenne, ça correspond à une courbe de Gauss. Et ça aussi, je suis contente de pouvoir le placer. Au moins, ça m'aura servi à quelque chose. Ça ne veut pas dire que tout le monde a besoin de 7h30 de sommeil par nuit. Ça veut dire que pour arriver à la moyenne de 7h30, il faut que certaines personnes aient besoin de 7h ou 6h30 ou 6 heures de sommeil, et puis d'autres personnes qui ont besoin de 8h, 8h30, 9h de sommeil. Forcément, plus on va dans les extrêmes, plus la proportion des personnes qui correspondent à ça diminue à ces besoins. Mais ce qui est super important, du coup, c'est vraiment, on s'en fout en fait de savoir la moyenne de la population générale. Ce qui est important, c'est de combien d'heures de sommeil est-ce que j'ai besoin
moi. Et ça, c'est important. Parce que si je tends absolument à dormir 7h30 alors que j'en ai besoin de 6, je vais me créer des problèmes. Et si je n'endors que 7h30 alors que j'en ai besoin de 8h30, je vais me créer des problèmes aussi parce que je ne dors pas assez par rapport à mes besoins. Et 1 heure de sommeil en moins par rapport à ses propres besoins, ça augmente drastiquement la détresse psychologique et les idées dépressives. Okay. Donc vraiment, on rigole pas, quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment super important de connaître son propre besoin et de garder ça un peu comme fil conducteur. 8h30 dans la société actuelle, ça me paraît compliqué. Alors, je suis une grosse dormeuse. Ouais, j'ai toujours été une grosse dormeuse aussi. Ouais. Je sais pas très bien de combien d'heures j'aurais besoin, mais moi avant, j'ai fait un travail là-dessus, mais pendant longtemps, ça me frustrait énormément d'être une grosse dormeuse parce que je me disais, j'avais la pensée de me dire, mais t'imagines toutes ces personnes, exactement, toutes ces personnes qui n'ont besoin que de 7 heures de sommeil. Alors je sais pas, j'imagine avoir besoin d'à peu près 8 heures. 7 heures de sommeil, ça fait... Ou 6 heures de sommeil, ça fait 1 heure... Le rêve. C'est ça. Je faisais parfois des calculs, mais les personnes qui dorment 2 heures de moins que moi par jour, mais sur la semaine... 14 heures. 14 heures. T'imagines ce que tu peux faire en 14 heures? Mais bien sûr, oui. Ça ne sert strictement à rien, parce qu'on fonctionne comme on fonctionne. Non, c'est ça. À part se blâmer, on est d'accord, et se frustrer. Oui, c'est ça. Et se frustrer, oui, tout à fait, se frustrer. Mais je comprends tout à fait, parce que moi, c'est mon grand désespoir. Vu que j'ai toujours 150 000 idées, 150 000 projets, j'adorerais n'avoir besoin que de 6 heures. Je suis tout à fait comme toi, je comprends à 100%. C'est ça. Ok. Alors, le mythe des heures, j'ai déjà la réponse, tu m'avais déjà répondu à ça, mais le mythe des heures avant minuit qui compte double, réalité ou injonction? Totale injonction. Totale. En fait, il faut savoir que l'adage a été mal compris. Ce ne sont pas les heures avant minuit, 0h00 qui comptent double. Ce sont les heures avant nuit, avant la première moitié de la nuit. Donc, par exemple, si ma nuit, elle est de minuit à 8 heures, les heures qui comptent double, entre guillemets, c'est de minuit à 4 heures. Si je vais dormir à 22 heures et que je me lève à 6, mes heures qui comptent double, c'est de 22 heures à 2 heures du matin. D'accord? Tout simplement parce que c'est dans les premières heures de sommeil que l'on fait plus de sommeil profond et que c'est vraiment important de faire ce sommeil, ce stade-là pour une meilleure récupération. Mais s'il vous plaît, n'allez pas dormir avant minuit, surtout si vous avez besoin, si vous êtes un chronotype ours comme moi, allez dormir avant minuit, il n'y a pas de problème. Mais ça porte vraiment préjudice aux personnes qui justement ont un chronotype du soir, qui ne ressentent pas les signaux de sommeil, qui ne bâillent pas, qui n'ont pas les yeux qui piquent, qui ne sont pas fatigués avant minuit, qui se forcent absolument à aller dormir avant minuit parce que ça compte double. C'est totalement faux. Ça n'a aucune logique physiologique. Aucune. Très clair. Oui. Je le répète tellement que je pense que mon discours est rodé là. La sieste quand on n'a pas dormi suffisamment, bonne idée ou pas? Ah, très bonne question. En fait, pour répondre à ta question précise, pas bonne idée. Ok. Si on n'a pas bien dormi la nuit, la sieste n'est pas là pour venir récupérer une mauvaise nuit, puisqu'on a vu que notre nuit suivante se prépare dès le matin. Donc, si tu fais une sieste, ça va, oui, peut-être améliorer ta forme de fin d'après-midi, mais tu es en train de détériorer ta nuit suivante. Ok. Donc, à la limite, si c'est un one-shot, si tu as fait la fiesta hier et que tu fais une petite sieste et que tu vas pas dormir trop tôt ce soir, ok, si c'est un one-shot, il n'y a pas de souci, évidemment. Mais si de manière récurrente, tu dors pas bien, tu te réveilles la nuit, tu es fatigué, etc., et du coup, tu fais la sieste pour récupérer la nuit précédente, mais en fait, n'oublie pas que tu es en train d'influencer déjà ta nuit suivante. Oui, et de créer un nouveau mécanisme, d'installer quelque chose de récurrent, du coup. Ben, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Oui. C'est un des éléments qui peut venir s'inscrire dans un cercle vicieux qui s'auto-entretient. Tout à fait. Par contre, quelqu'un qui dort bien et qui de temps en temps a besoin de faire la sieste parce qu'il a une grosse réunion le matin, beaucoup d'émotions à gérer, parce qu'elle fait beaucoup de routes et qu'elle a besoin de se reposer un petit peu les yeux,
Oui, bien sûr, évidemment. On va essayer de privilégier une sieste pas trop tard dans l'après-midi, voilà, vers 13-14 heures pour éviter pour se laisser en fait suffisamment de temps après pour se refatiguer, si tu veux. Et on va essayer d'éviter d'être trop grosse sieste pour ne pas basculer en sommeil profond et se réveiller plus mal que ce qu'on s'est endormi. Mais voilà, donc je ne dis pas non à la sieste, hein, ça m'arrive aussi de la faire, mais déjà s'il a lieu systématiquement tous les jours, bah là il faut peut-être se poser la question même potentiellement d'une maladie du sommeil, hein, d'apnée du sommeil. Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui ronflent, qui ont de la somnolence en journée, des choses comme ça. Il faut aussi en parler, je pense. Voilà, si on est obligé de faire la sieste, sinon il y a quelque chose de négatif qui se passe. Non. C'est peut-être en warning. Oui, c'est ça. Et quel est ton avis sur les micro-siestes, 10 à 20 minutes max? Ben voilà, en fait ça c'est 20 minutes, hein, parce que 10 c'est quand même vraiment très bref. 20 minutes, voilà, ça c'est si on fait la sieste, c'est vraiment le top du top. Mais même chose, à condition de bien dormir la nuit, parce qu'en fait j'ai parfois des patients qui me disent oui, mais c'est vrai que je dors pas bien, mais je fais la sieste, mais que 20 minutes. Mais en fait, potentiellement, si ton problème il est bien installé, même 20 minutes de sieste, ça peut influencer en fait ta nuit suivante. Ok. Oui, et j'entends si c'est quelque chose de régulier et d'installé, que ça fait partie de du système, quoi, du fonctionnement. C'est ça, exactement. Oui, ok. Est-ce qu'il y a d'autres mythes que tu entends souvent? Le train du sommeil. Il faut absolument que j'aille dormir à telle heure. Sinon, je vais devoir attendre 1h30 au prochain cycle de sommeil avant de me rendormir. Mythe. Heureusement, sinon on ne fera plus rien. Oui, c'est ça. C'est mythe pour les enfants et pour les adultes et pour les enfants. Merci, c'est là que effectivement. Ça vient, je pense, non? Exactement, tout à fait. Non, pour les enfants, c'est tout à fait vrai. Okay. Parce que quand les enfants... je ne suis pas du tout spécialiste du sommeil des enfants, mais quand on outrepasse la fenêtre de sommeil pour des enfants, ils resécrètent du cortisol. Ok. Donc, du coup, c'est pour ça que et que généralement c'est une catastrophe pour les parents. Enfin, je ne suis pas parent, mais je sais que pour les parents savent que quand ils dépassent, c'est l'horreur, et en plus de ça augmente les risques de terreur nocturne et tout. Donc, voilà. Mais en fait, c'est de là que ça vient. Tout à fait. Le mythe du train du sommeil a été transposé des enfants aux adultes, alors qu'on n'a pas du tout le même sommeil. Et ça, c'est vraiment flagrant, c'est que les études sont très claires là-dessus. Quand on va dormir plus tard que son besoin habituel, tant qu'on reste dans la fenêtre circadienne, c'est-à-dire tant qu'on dort la nuit et pas le jour, en fait, la pression de sommeil, donc notre besoin de dormir, il ne va faire que augmenter. D'accord? Tant qu'on va pas dormir à 4 heures du matin quand le cortisol commence à sécréter. Tu vois? Oui. Mais si au lieu d'aller dormir à 22h30, tu vas dormir à 23h ou 23h30, ça se passera rien. Hein. Oui, c'est ça. Et à quel âge est-ce que parce qu'on parle d'enfants et puis d'adultes, il y a l'adolescence entre les deux, à quel âge est-ce que ça passe de l'un à l'autre? Enfin, tu vois, dans le fonctionnement de ce train du sommeil, non, c'est juste la pression du sommeil. Ouais, c'est entre 5-6 ans. C'est vers 5-6 ans que les enfants ont vraiment, vers 5 ans qu'ils commencent vraiment à avoir les stades de sommeil comme nous. Ah oui, c'est Avant, c'est jeune. sommeil agité. Ouais, sommeil agité, sommeil non agité. Ok. Qu'est-ce que les gens font avec des bonnes intentions, mais qui en fait aggravent les choses? Rester dans leur lit pour se reposer. Ok. Je veux dire, je ne dors pas, mais au moins je me repose. Voilà, ça c'est une phrase que j'entends aussi très très souvent, et en fait qui vient à nouveau alimenter le mécanisme. Et ça, c'est à tout moment? Ou bien, enfin, tu vois, par exemple, j'entends que ça peut être problématique si c'est, par exemple, le matin, je me réveille, mais je me repose encore un peu, ou le soir, et de rester longtemps dans son lit. Par contre, si l'après-midi, je pars me poser un petit peu sur mon lit sans dormir, est-ce que ça, c'est problématique ou... Si t'as pas de problème de sommeil, non, il y a pas de souci. Mais si tu commences à avoir des problèmes de sommeil... Oui, il faut vraiment réserver le lit au sommeil et à la vie intime, évidemment. Mais oui, non, et vraiment de se dire « Ah non, je vais pas me lever, ça fait 1 heure que je tourne dans mon lit, mais je vais pas me lever parce qu'au moins comme ça, mon corps se repose. » Non, même chose, ça n'a aucun sens.
Il se repose vraiment quand il dort. Oui, c'est ça. Par contre, est-ce que je comprends bien que c'est lié au fait d'associer le lit au sommeil? Attends, je sais pas comment formuler ma question. Tu sais, on disait tout à l'heure que c'était important aussi pendant la journée de parfois ralentir un peu, d'avoir des pauses, puisque ça va permettre de traiter l'information, etc. Enfin, je le simplifie comme ça, mais là, j'imagine que se poser et se reposer un petit peu sans forcément dormir et sans forcément le faire dans le lit, je sais pas, moi, dans un fauteuil par exemple, se poser un petit peu, ça peut être utile par contre. Bien sûr, c'est super utile, c'est clair. Moi, je dis souvent d'ailleurs, pour parler de la sieste, la sieste est un des moyens de recharger ses batteries. Mais il n'y a pas que ça. On peut se poser dans le canapé, on peut respirer, on peut faire du yoga, on peut appeler une copine, on peut regarder une série, on peut aller marcher dehors, on peut aller courir. Enfin voilà, il y a plein de manières de recharger ses batteries. La sieste, le sommeil, le fait de s'asseoir, ce sont des exemples. C'est ça. Ok. Alors, si on devait changer que 3 choses, ce serait quoi? Ton top 3, c'est quoi? Oh là là, que 3 choses. Quand même, pour les entrepreneurs, je dirais de se mettre une limite le soir, quand même. De se mettre une limite. Ça veut pas dire ne jamais travailler le soir. Ça, voilà. Si on aime travailler le soir, il n'y a pas de souci. Mais par contre, l'idée, c'est de pas dire, je bosse jusqu'à 23h et à 23h02, je me mets dans mon lit, quoi. Tu vois? Oui. C'est vraiment, voilà, on a parlé un petit peu tout à l'heure de la notion de sas, de décompression. C'est une image que j'aime beaucoup. C'est de dire, à un moment donné, ton corps, il a besoin de comprendre qu'il peut dormir, quoi. Donc, de se mettre une limite. Et quand je parle de limite, c'est même une limite en termes de scroll, hein. Oui. Là, vraiment, s'il y avait vraiment une chose, c'est pas de téléphone dans la chambre, quoi. Ça, c'est vraiment... Ça, si tout le monde pouvait arriver à ça, ce serait quand même génial. Et en termes de scroll, si on devait mettre un horaire, tu vois, combien de temps avant de l'heure d'endormissement est-ce que tu conseillerais? Est-ce que, toi, parfois on entend 1 heure avant? Oui, en fait, ça va dépendre de ce qu'on va faire après. Tu vois, si tu scrolles et qu'après ça, tu vas faire ton repassage, j'invente n'importe quoi, hein, tu vois, mais tu restes quand même à t'activer. Après, si tu scrolles et puis que pendant une demi-heure, tu fais un petit peu de yoga, de la cohérence cardiaque et puis tu vas te brosser les dents, que tu fais ta skincare et puis tu vas dormir, ça va, tu vois, une demi-heure, c'est pas mal. Mais je veux dire, avant une demi-heure, ça commence un petit peu à être juste quand même. Parce qu'il faut 30 minutes pour qu'elle maintienne sur la sécrète, de toute façon. C'est ça, oui. Ok. Donc, un sas de décompression le soir. Se mettre des limites le soir. Se mettre des limites le soir. Je dirais quand même aussi avoir une heure de lever qui ne varie pas trop d'un jour à l'autre. Tu vois, dans l'idéal, c'est d'avoir plus ou moins tous les jours la même heure de lever. Bon, je sais bien qu'après, c'est pas toujours facile, mais je veux dire, quand je parle d'avoir plus ou moins la même heure de lever, c'est d'éviter un écart d'une heure et demie, quoi, entre la semaine et le week-end. Parce que je répète aussi souvent que le corps ne connaît pas ton agenda. Le corps ne sait pas si on est mardi ou si on est samedi. Lui, il est juste régi par les informations qu'il capte dans ton environnement. Donc, ça, c'est important. Et comme on en a parlé déjà plusieurs fois, ta nuit suivante se prépare déjà dès le matin. Donc, en fait, si un jour tu te lèves à 7h et que le lendemain tu te lèves à 10h, forcément, ta capacité à t'endormir le soir, elle va pas être la même. Tu vois, avec exactement les mêmes activités. Là, je prends un groupe test, mais donc l'heure de lever, parce qu'on a tendance aussi à beaucoup focaliser sur l'heure de coucher. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est important de d'abord focaliser sur l'heure de lever. Et puis la troisième chose que je mettrai en place, c'est vraiment de s'octroyer des temps off la journée. C'est ça. Les temps off qui vont permettre d'autant plus de le soir pouvoir ralentir et d'avoir un sas de décompression plus efficace. Oui, de pouvoir. Et de pouvoir vider son cerveau pour éviter qu'il vienne polluer la nuit, quoi. Tout à fait. Ok. Alors, j'ai encore une dernière question. Une entrepreneuse ou un entrepreneur qui a réglé son sommeil, à quoi est-ce que ça ressemble concrètement dans sa vie, son quotidien? Waouh, trop bien. Ça ressemble à quelqu'un qui se respecte plus, qui ne subit plus ses journées, en fait, qui n'a pas
qui n'a pas constamment un problème supplémentaire sur ses épaules. Parce que tu as déjà plein de choses à gérer. Et puis quand, du matin au soir, tu te dis, mais comment je vais faire? À quel moment est-ce que je vais avoir une sieste? Comment est-ce que je vais faire pour tenir jusque ce soir? Est-ce que ce soir, je vais réussir à dormir? En fait, c'est comme s'il y avait un peu ta toile de fond, si tu veux, qui était grisée, quoi. Donc oui, c'est comme si tu t'enlevais un problème supplémentaire. Enfin, ouais, tu t'enlevais vraiment un problème que tu portais depuis des mois. Et se respecter plus, c'est aussi comprendre ce qui a trait à son énergie naturelle ou versus ce qui a trait à ses problématiques. Tu vois, parce que même chose, je vais pas prôner l'ultra performance toute la journée, hein, c'est pas du tout. Justement, le fait de comprendre son chronotype en dormant bien, c'est aussi de respecter sa vague d'énergie dans la journée. Oui. Un lion ne va pas forcément faire sa compta à 18h. Enfin, j'espère pas, franchement, parce que c'est pas le bon moment pour lui. Et donc, c'est aussi une manière d'organiser sa vie tout à fait différemment. Et de pouvoir aussi, enfin là, j'ai une patiente qui m'a dit quelque chose de très chouette il y a pas très longtemps. Elle est à son compte, elle est avocate. Elle me dit, mais maintenant je sais ce qui est lié à mon sommeil et ce qui ne l'est pas. Ok, j'ai des problèmes digestifs. Ben avant je mettais ça aussi sur le compte du sommeil. Ben là maintenant je sais que je peux aussi mettre une attention là-dessus indépendamment. Tu vois. Oui. Donc voilà. Génial. On arrive à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas couvert, une question que je t'ai pas posée, quelque part où je ne t'ai pas emmenée et que tu voudrais encore ajouter? Franchement, on a abordé pas mal d'aspects. Super chouette. Je pense que dans les problématiques des indépendants, non, je pense que franchement, il y a rien qui me saute en tout cas à l'esprit là comme ça spontanément. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Clémence, pour Merci à toi. les explications claires. Moi, je crois très fort que le fait de comprendre les choses permet déjà d'améliorer les choses, enfin déjà de pouvoir se situer, de comprendre comme tu dis, à attribuer ça au sommeil ou pas, etc. Oui. Enfin, comme pour beaucoup d'autres choses problématiques ou manières de fonctionner. Et merci aussi pour tes conseils. Avec grand plaisir. Qui ont été les illusions. J'adore cette thématique, donc ça avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a parlé, touché ou fait réfléchir, tu peux m'aider à faire vivre ce podcast par une note, un commentaire, un partage à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Et abonne-toi si tu veux continuer ces conversations ensemble. Prends bien soin de toi et à bientôt. Toi aussi, tu utiliserais bien un petit coup de pouce pour ton bien-être mental? Je te conseille la plateforme Feeling Great by Partena Professional avec qui je collabore pour cet épisode. Tu y trouveras gratuitement toute une série de ressources, des articles de blog, un baromètre bien-être, des webinaires et des ateliers. Ça fait 2 ans que je travaille avec eux et je peux vraiment te les recommander. Toutes les infos et le lien vers la plateforme sont dans les notes de l'épisode ou rendez-vous directement sur feelinggreat.be.